Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir le ministre de l'Intérieur. Une semaine jour pour jour que le couvre-feu est entré en vigueur au Sénégal. Nous en parlons, mais surtout de cette nouvelle loi qui vient d'être votée par le Parlement relativement à l'état d'urgence et à l'état de siège. Nous suivons ce compte rendu d'Ibrahima Diédhiou. Président, il faut askan wi xam lool ndax man mi nga xamanteni ma porté procès bi dama ñëw ba ci ñoom ma leen signé 4 heures de débat, 35 orateurs, une dizaine de députés a d'abord pris la parole. Ceux de la majorité parlementaire ont défendu le projet de loi parce que pour eux, l'heure est grave. Comment sauver des vies? Et sont allés jusqu'à rappeler que même l'Assemblée nationale n'a pas été épargnée par le virus. L'opposition a failli se déchirer sur certains aspects. Elle avait même proposé une motion préjudicielle que les parlementaires ont rejetée. Quelques minutes après, suspension de séance. À la reprise, les députés ont soulevé quelques points relatifs aux horaires du couvre-feu qui restent maintenus de 21h à 5h du matin. Toutes les décisions, rappelle le ministre de l'Intérieur, ont été prises dans le but de protéger davantage les populations contre la Covid-19 et que les nouvelles mesures viennent renforcer l'état de droit. Pour l'heure, indique Antoine Félix Diome, la durée du couvre-feu reste maintenue à 1 mois, renouvelable. Les articles relatifs aux catastrophes naturelles ou sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Les députés ont voté à la majorité le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège, soit 51 ans après. 51 ans après, Antoine Félix Abladjian, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le ministre de l'Intérieur. Cette loi vient d'être votée. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Alors, je vous remercie, M. Faye. Vous l'avez tantôt indiqué, il y avait une loi qui a été votée en 1969. Elle consacrait 2 régimes, celui de l'état d'urgence et celui de l'état de siège. Je dois rappeler qu'en 1969, cette loi a été votée dans une période qui succédait tout de suite à la fameuse crise que nous connaissons de 1968, ouais. marquée par donc des troubles. Il fallait doter l'État d'instruments juridiques permettant à l'autorité administrative d'apporter la réponse qu'il fallait. Aujourd'hui, le Sénégal a connu une évolution. Une évolution, certes, marquée par le renforcement des droits à tous les niveaux, mais au-delà est apparue en 2019 cette maladie qui jusque-là était inconnue du monde entier, qu'on a baptisée Covid-19. Avec la déclaration de pandémie en mars 2020, cette loi de 1969 a été mise en application. 3 mois après l'expérience de son entrée en vigueur, pas tout à fait entrée en vigueur, mais disons 3 mois après sa mise en application, il fallait évaluer. Et après cette évaluation, il est apparu que les mesures qui y sont contenues ne sont plus propres à répondre au type de péril que constitue une catastrophe naturelle ou une catastrophe sanitaire. Dès lors, il fallait revoir la manière dont les réponses devraient être apportées. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le projet de loi qui a été présenté devant la représentation nationale et voté. C'est pour, d'une part, apporter une meilleure réponse à ce que nous connaissons en 2019 et en 2020, et d'autre part, renforcer la protection des populations. C'est les deux innovations majeures. C'est les deux raisons majeures. La loi de 1969, elle reste dans son essence. Deux qu'on parle de rajout, vous avez rajouté des choses, mais fondamentalement, la loi en tant que telle ne change pas. Oui, les dispositions de 1969 restent en vigueur. Si vous avez bien vu le contenu des modifications, il est seulement indiqué qu'il y a un article qui faisait référence à une abrogation d'anciennes dispositions qui n'étaient même plus d'actualité, qui dataient d'avant l'indépendance, qui ont été enlevées. Mais à part ces dispositions qui ne sont plus d'actualité, toutes les autres dispositions
du texte de 1969 sont encore en vigueur. Alors, il a été créé, comme je l'ai dit tantôt, un troisième régime. Et ce régime vient pour répondre plus efficacement aux besoins de l'heure, qui ne correspondent plus à la préoccupation de 1969. En 1969, c'était des troubles à l'ordre public. Mais le Sénégal connaît une paix sociale indiscutable. Un pays stable. Alors, à partir de ce moment, si nous avons un défi d'un type nouveau, ça appelle de la part de l'État un comportement d'un type nouveau. Et ces mesures qui sont ressorties de cette modification de la loi viennent pour très clairement permettre à l'État d'être plus souple dans son action, mais en même temps de concilier l'effectivité de cette action avec l'autre besoin qui est toujours de préserver les libertés en les renforçant. Ouais. Mais donc, on estime que ça donne plus de pouvoir au chef de l'État. Qu'en est-il exactement? Alors, en réalité, les pouvoirs du président de la République ne changent pas. Dans l'ancienne loi, il avait la possibilité de décréter l'état d'urgence. Dans la nouvelle loi, il a également la possibilité d'exercer les pouvoirs qui sont prévus dans les articles nouveaux. Mais ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que les dispositions qui étaient dans la loi de 1969 avant leur modification, mais sont beaucoup plus restrictives que celles que nous notons dans la loi qui a été votée il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. En quoi? Pardon? Pourquoi? En quoi c'est beaucoup plus souple maintenant qu'elle l'était avant? Auparavant, c'était l'état d'urgence. Ouais. Dans le cadre de l'état d'urgence, il fallait prendre un décret pour l'instituer, premièrement. Deuxièmement, il y avait un renforcement substantiel des pouvoirs qui étaient donnés à l'autorité administrative. C'est dans ce cadre, même si le chef de l'État n'a jamais eu recours à de telles dispositions, il lui a été tout à fait possible, dans le cadre de la mise en application de ce décret, de donner des pouvoirs exorbitants même, j'allais dire, à certaines autorités administratives. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais délégué. Ce n'est pas exactement une délégation. Si vous revoyez les dispositions de la loi dans les articles 8, 9, 10 et 11, on voit que le président de la République pouvait permettre, à travers le décret qui institue l'état d'urgence, de doter les gouverneurs, les préfets et autres autorités administratives de pouvoirs qui leur permettaient de faire des perquisitions de jour et de nuit, de procéder même à certaines interdictions. Or, dans la modification de la loi instituant ce troisième régime de gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, même ces pouvoirs n'existent pas. C'est donc dire que cette modification, contrairement à tout ce qu'on aura pu entendre ça et là, mais ne concerne en rien ni un renforcement des pouvoirs de M. le Président de la République, ni une restriction concernant les garanties fondamentales qui jusque-là étaient accordées aux citoyens. Et quelle est la part qui est réservée aux administratifs donc, dans cette nouvelle loi? C'est quoi un peu la place du commandement territorial, du ministre de l'Intérieur dans cette nouvelle loi, étant entendu que vous dites déjà que ça a réduit, contrairement à 1969, le pouvoir? En réalité, on est sur 2 régimes différents. Ouais. On est sur 2 registres différents. Le registre de 1969, comme je l'ai indiqué, répond à un besoin d'atteinte à l'ordre public et d'atteinte sécuritaire. Ici, nous sommes dans le cadre d'une pandémie. Oui, mais la pandémie peut finir demain et qu'on retrouve ces pressions sociales aussi. Mais vous avez raison. C'est pourquoi il y a une subsistance de 2 régimes. Le régime de 1969 est encore en vigueur. Ouais. Mais il y a un nouveau régime qui répond au-delà de la pandémie, et je rejoins votre analyse, vous avez raison. Ouais. Au-delà donc de la pandémie, il a même prévu, parce que gouverner c'est prévoir, il a prévu même la possibilité d'avoir à faire face à des catastrophes naturelles, on ne le souhaite pas, qui jusque-là sont inconnues du Sénégal. Donc, le cas échéant, il sera parfaitement possible de recourir à un mécanisme beaucoup plus souple, qui ne fera pas appel à la proclamation d'un état d'urgence. Tout de même, il sera parfaitement possible au président de la République... Restreindre les libertés de circulation en décrétant directement le couvre-feu, par exemple? Tout à fait. C'est exactement ça. Oui, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Allez-y.
Oui, et c'est pour ça que d'aucuns estiment que c'est une loi liberticide à partir du moment où on peut à tout moment restreindre les libertés des citoyens, de circuler en tout cas, sans pour autant recourir à la représentation nationale, qui reste quand même la voix ultime du peuple. Non, en fait, là, on a besoin d'expliquer avec des mots très simples. Allez-y. En 1969, on vote une loi qui est encore en vigueur dans ses dispositions concernant les restrictions. Il est prévu, lorsqu'il y a des troubles d'une certaine nature, pouvant même être qualifiés de péril, que le président de la République proclame l'état d'urgence, qui emporte dans sa mise en œuvre un certain nombre de pouvoirs exercés par le ministre de l'Intérieur ou les autorités administratives. Lesquels pouvoirs peuvent aller de la restriction des déplacements jusqu'à d'autres mesures ultimes pouvant aller jusqu'à des types d'internement. C'est ça qui existait en 1969. Et jusqu'à présent, c'est encore en vigueur. Mais pour arriver à cela, il fallait décréter l'état d'urgence. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec son corollaire de restriction, mais devant correspondre toujours à une période trouble déterminée. Aujourd'hui, en 2021, la nouvelle loi dit quoi? La nouvelle loi dit, quand il y a une catastrophe naturelle ou sanitaire, ça veut dire un événement qui survient et qui rend impossible le fonctionnement des services, et avec le besoin de protéger les populations, le président de la République ou les ministres auxquels il aura délégué de tels pouvoirs ainsi que les autorités administratives pourront prendre des mesures pour répondre efficacement aux besoins du moment. Mais on est dans quel cadre? On est dans le cadre des catastrophes naturelles ou sanitaires. On n'est pas dans le cadre d'atteinte à l'ordre public. Si une catastrophe naturelle se déclare, le président de la République peut parfaitement prendre les mesures appropriées pour répondre efficacement et adresser justement de telles questions. Mais il ne s'agit pas, ni pour le président, encore moins pour le gouvernement auquel il peut déléguer, la possibilité de se lever sans raison aucune pour restreindre des libertés et empêcher l'exercice des droits tels que c'est prévu par la Constitution, les lois et règlements. Et justement, ce sera l'occasion pour moi de revenir sur le renforcement des droits et libertés dans le cadre de ce nouveau régime. Auparavant, je l'ai indiqué tout à l'heure, sous 69, sous l'emprise de la loi de 1969, en cas d'état d'urgence, mais on peut restreindre de façon drastique les droits et libertés en instituant d'abord un état d'urgence, en disant dans le décret instituant l'état d'urgence que des perquisitions de jour et de nuit peuvent être faites. Même les règles d'usage des armes chez les forces de défense et de sécurité sont modifiées en cas de déclaration d'état d'urgence. Mais il n'en est plus rien. Mais est-ce que ça, c'est écrit expressément dans le nouveau texte que le président ne peut plus aller jusque-là? Non, en fait... Parce qu'autrement, il peut aussi demain user de cette latitude pour émettre des décrets qui sont relatifs à ce que vous dites là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sous l'emprise de la loi de 1969, pour aller vers une solution aux problèmes qui sont posés en cas d'atteinte à l'ordre public, il faut prendre un décret instituant l'état d'urgence. Et ce décret peut prévoir des possibilités de restriction de liberté à travers les exemples que je viens d'indiquer. La nouvelle loi dit un nouveau régime est rajouté. Mais avec ce nouveau régime qui est rajouté, il n'y a plus possibilité de décréter l'état d'urgence dans le cadre des catastrophes naturelles et sanitaires. Il faut qu'on s'entende bien. On a deux régimes qui vont subsister dorénavant. Et ces instruments peuvent être utilisés selon le cas par l'État. Mais comme on n'est pas actuellement dans le cadre d'atteinte à l'ordre public, le régime qui sied le plus, c'est le régime de gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Et en cela, il est salutaire. Il est salutaire parce que les libertés ne seront pas affectées.
les libertés Oui, ne seront pas touchées. Mais le couvre-feu, il affecte déjà les libertés. Il y a des restrictions dans les libertés de circuler des personnes. Parce que le couvre-feu, c'est le côté le plus visible de cet état d'urgence, en réalité. Ça aussi, ça a besoin d'être expliqué. Cet aspect des choses a besoin d'être expliqué. Ouais. En fait, la critique apparente, en tout cas, qui est faite à la loi, c'est de dire que c'est une loi liberticide, ouais. ou une loi qui constate des régressions. Je suis en train d'expliquer qu'au contraire, c'est une loi qui renforce les libertés, les droits et libertés. C'est une loi qui garantit une protection plus efficace des droits et donc des droits des populations. Et sur ce point, je voudrais m'arrêter un peu et expliquer la différence. Si, dans le cadre du nouveau régime, il y avait une régression qui est notée en termes de protection des droits et libertés, ou si les pouvoirs du président de la République étaient accrus de façon à lui permettre d'aller au-delà de ce qui lui était permis jusque-là, on aurait pu dire qu'il y a régression. Il n'en est rien. Aujourd'hui, ce qu'il peut faire avec la loi de 1969 dans ses dispositions initiales, il ne peut plus le faire avec le troisième régime qui a été adjoint. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, il n'y a plus, pour recourir à la solution de faire face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, il n'est pas besoin de déclarer l'état d'urgence, premièrement. Deuxièmement, en ne déclarant pas l'état d'urgence, ça signifie qu'on ne peut plus recourir par l'invocation de décrets à l'intérieur duquel on va trouver des pouvoirs importants et plus que restrictifs aux droits et libertés des citoyens. Le couvre-feu, ainsi que d'autres mesures concernant les déplacements, peuvent apparaître effectivement gênants pour les populations. Mais pour autant, c'est une gêne qui peut être rendue nécessaire par la situation. Si, prenons le cas du port du masque, prenons le cas des interdictions de rassemblement, prenons le cas des interdictions de réunion, il est exact que ça peut occasionner des gênes. Mais si ces gênes-là sont nécessaires pour protéger la population, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les décisions qui peuvent être prises dans ce cadre-là. Mais il ne s'agit pas ici, le curseur n'est pas mis sur le niveau de restriction ou de régression par rapport à ce qui existait avant. Au contraire, et je ne le rappellerai peut-être jamais assez, les pouvoirs dont disposait l'autorité administrative dans le cadre de la loi de 1969, on ne les retrouve plus dans le cadre du régime donc, de gestion de catastrophes naturelles sanitaires. On met hors de jeu le Parlement. Le président, là, il agit directement. Ça posera forcément un problème d'école. C'est selon le niveau où on se situe. Peut-être les gens ne seront jamais d'accord sur la façon dont on va avoir toujours cette loi. Mais en tout cas, pour certains, ça met hors de jeu un pan entier du peuple qui se trouve être la représentation nationale, qui, en cas de catastrophe, n'a plus de mots à dire là, non? Alors, il faut là aussi amener quelques éclairages. Est-ce que vous êtes d'accord que le Parlement est hors jeu? Non, le Parlement n'a jamais été hors jeu. Et l'explication commence d'abord même par la manière dont cette loi a été votée. Alors, je vais revenir sur l'amélioration, pour ne pas dire le renforcement qui a été prévu dans le cadre de la nouvelle modification, dans le cadre de la modification. Auparavant, ce qu'on avait, c'était la possibilité, certes, par rapport, je pense que vous faites allusion au délai des 12 jours. Absolument. Auparavant, on avait la possibilité d'avoir un couvre-feu. Au bout de 12 jours, on retourne à l'Assemblée nationale pour son renouvellement. Mais c'est ne pas prêter attention à ce que je disais tout à l'heure dans le cadre de l'analyse sur les pouvoirs dont dispose l'administration en cas d'état d'urgence. L'état d'urgence, il est lourd. L'état d'urgence, il permet de restreindre même les libertés fondamentales qui sont consacrées par les textes. Vous savez, prenons le cas des visites domiciliaires, des perquisitions. C'est organisé. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas s'introduire dans les maisons à toutes les heures. C'est organisé. Ils ne peuvent pas, après 21 heures et avant
5 heures du matin, s'introduire dans les domiciles. Dans le cadre d'un état d'urgence, il est parfaitement possible qu'ils le fassent, qu'elles le fassent. Elles ont la possibilité de le faire. Mais le problème, c'est que ça reste toujours. L'état d'urgence reste dans cette nouvelle loi, l'état de siège reste dans cette nouvelle loi, on rajoute les catastrophes. Ça veut dire que le régime, il est toujours là, en fait. Mais justement, M. Faye, en fait... Est-ce que ça, ce n'est pas... Parce que quand on rajoute, on additionne. Est-ce que ce n'est pas un renforcement des pouvoirs? Non. Il faut comprendre que nous avons 3 régimes différents. Ouais. Il y a le régime de l'état d'urgence, il y a le régime de l'état de siège et il y a le régime de gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Oui. Maintenant, ce qu'on veut savoir exactement, est-ce qu'en cas de catastrophe demain, je ne parle même pas de cette pandémie-là, si une pandémie, enfin, on ne le souhaite pas survenir demain, le président, est-ce qu'il peut mettre de côté le régime qui régit les catastrophes pour passer par le régime de l'état d'urgence? À sa convenance, est-ce qu'il peut passer d'un régime à un autre? Alors, je vais préciser. Ouais. Nous avons 3 régimes. Ouais. Le régime de l'état d'urgence, le régime de l'état de siège et le régime de gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Régime d'état d'urgence, il y a un péril imminent qui menace donc le pays. C'est commun d'ailleurs avec l'état de siège, sauf qu'au niveau de l'état de siège, on est à un niveau beaucoup plus important. L'armée, oui. Voilà. Dans ce cadre-là, il y a des pouvoirs qui sont accordés au président de la République par la loi pour lui permettre de faire face à cette situation en recourant à certaines mesures. Dans le cadre de ces mesures-là, on s'en est rendu compte dans leur application, aussi bien en 2021 que par le passé. Il y a eu des états d'urgence qui ont été décrétés au Sénégal. Et tout le monde se souvient de l'état d'urgence qui a été décrété dans les années 88-89. Cette situation, après analyse, a conduit à se rendre compte que c'est une situation qui est lourde. Si nous avions estimé au niveau du gouvernement et à la tête le président de la République que ce régime pouvait continuer à s'appliquer, il n'y aurait eu point besoin de recourir à un nouveau régime. Mais qu'est-ce que vous visez dans ce nouveau régime des catastrophes? Est-ce que je peux poursuivre? Si vous me permettez, si vous me permettez 2 minutes, oui, je pourrais expliquer la différence. Allez-y, oui. Donc, s'il y avait encore le sentiment ou à l'analyse, la conviction qu'avec ce qui existe déjà, on peut continuer à correctement apporter les mesures sans que ça soit lourd au niveau des populations, il n'y aurait point eu de besoin de modifier la loi. D'accord. Mais la modification de la loi procède d'une seule volonté. Ouais. C'est celle qui consiste à assouplir et c'est celle également qui consiste à renforcer donc la protection des libertés accordées aux populations. Je vous ai indiqué tantôt que dans le cadre de l'état d'urgence, pour l'instant, on va y revenir, ne parlons pas du couvre-feu, parlons simplement de l'état d'urgence. Dans le cadre de l'état d'urgence, les pouvoirs qui sont accordés sont importants, sont très importants. Sont très importants. Alors, leur importance est telle que ça peut affecter des libertés à un niveau où même ce qui était reconnu en période normale aux citoyens va être écarté. On peut la loi permet aux forces de défense et de sécurité, lorsque le décret instituant l'état d'urgence le prévoit, de s'introduire au-delà des heures légalement reconnues pour faire des perquisitions. Mais vous avez toujours la possibilité, non? Oui, mais c'est différent. Justement, c'est pour éviter qu'on en arrive. C'est justement pour éviter qu'on en arrive à cette situation. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas apparu utile, qu'aujourd'hui, ce 3e régime permet de ne pas décréter l'état d'urgence. Parce que si on était encore dans le cadre de l'état d'urgence, qu'est-ce qui allait se passer? Ces pouvoirs existent. Qu'on en use ou qu'on n'en use pas, ces pouvoirs existent. Maintenant, avec le 3e régime, ces pouvoirs disparaissent. Et à partir de ce moment, il y a un assouplissement dans la mesure, dans la mise en œuvre des mesures qui permettent toujours de protéger, mais sans pour autant aller jusqu'à un certain niveau. Donc c'est sous cette analyse qu'il faut voir. Oui, je comprends votre analyse, mais moi la question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Est-ce que
dans le cadre de ce troisième régime relatif aux catastrophes naturelles, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a la possibilité, ou bien les forces de défense et de sécurité, est-ce qu'ils ont la possibilité de faire des perquisitions avec le mandat à des heures qui ne sont pas prévues par l'ancien... Bon, on est toujours sous un régime d'exception, je crois. D'accord. On va essayer d'expliquer par objectif. Oui. Est-ce que cette possibilité de faire des perquisitions à des heures qui ne sont pas forcément des heures classiques normales, est-ce que c'est toujours possible ou pas? Avec ce nouveau régime des catastrophes. Si on met en application seulement le régime des catastrophes, ce n'est pas possible. Pas possible, ok. Voilà une avancée. Ouais, c'est une avancée. C'est-à-dire que, vous voyez par objectif, l'objectif de l'état d'urgence n'est pas un objectif qui corresponde, tel qu'on le connaît d'ailleurs, en tout cas, dans la loi de 1969, ne correspond pas à la situation. Absolument. Et après sa mise en application, on s'est rendu compte qu'on peut avoir quelque chose de plus souple, de plus efficace, de plus protecteur, sans pour autant que ça affecte l'efficacité des mesures. Okay. Et donc pour vous, c'est une évolution finalement. Mais une très grande évolution, une très grande évolution. Il y a eu un renforcement notable et une amélioration dans le cadre de ce qui a été voté il y a 2 jours par l'Assemblée nationale. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur une question que vous avez posée. Vous avez parlé des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Ouais. Parce que donc on estime que l'Assemblée s'est délaissée d'un certain nombre de ses capacités, de ses pouvoirs. Mais vous savez, dans le cadre de l'état d'urgence, au bout de 12 jours, vous retournez à l'Assemblée nationale, qui peut proroger le couvre-feu. Qui peut l'arrêter aussi, non? Oui, c'est un vote, c'est une autorisation qui est sollicitée. Mais ayez toujours en arrière-plan l'objectif qui est poursuivi. J'ai dit que dans le cadre de l'état d'urgence, l'objectif, c'est qu'il y a une atteinte à l'ordre public. Il y a des manifestations, il y a des troubles. Il faut essayer de voir comment gérer cette situation. Catastrophe naturelle ou sanitaire, c'est un problème d'un autre ordre. Ces pandémies, ces inondations d'une certaine ampleur, on ne le souhaite pas. Ça peut être... avec des ramifications qui peuvent être d'ordre social aussi. Hein. On voit des manifestations dans les quartiers, avec par exemple le couvre-feu et tout ça. Oui, ça, si vous voulez, on va y revenir tout à l'heure. Ouais. Mais avant d'en arriver à ce point, je voudrais d'abord préciser que les objectifs ne sont pas les mêmes. Absolument. L'objectif qui est poursuivi à travers la loi de 1969 n'est pas l'objectif qui est poursuivi à travers sa modification. Dans le cadre de la loi de 1969, quand il y a une atteinte à l'ordre public, c'est normal que l'État dispose des moyens nécessaires pour faire face. Quand il y a maintenant une catastrophe naturelle ou sanitaire, l'objectif ici n'est pas la répression. L'objectif est la protection. Donc, cette modification est une modification qui vise simplement à protéger sans pour autant aller jusqu'à un certain niveau. D'accord. Et ce couvre-feu-là, donc, peut être dorénavant prorogé à la faveur de cette nouvelle loi qui vient d'être votée, une fois qu'elle entre en vigueur, la loi? Oui, une fois qu'elle entre en vigueur, il peut être pris des mesures allant dans ce sens. Cette fois-ci, on ne passera plus par l'Assemblée nationale. Le président décrète directement. Mais c'est l'Assemblée nationale, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a permis, qui a voté, qui a autorisé. Oui. Alors, et cette autorisation-là donne mandat au président. Voilà, donne à l'exécutif la possibilité de prendre des mesures pour faire face, premièrement. Mais deuxièmement, et j'ai suivi d'ailleurs avec un grand intérêt les parlementaires intervenir sur la question. Eux-mêmes l'ont expliqué. Le Parlement, l'Assemblée nationale, conserve tous ses pouvoirs dans le cadre du contrôle de l'action de l'État. Les pouvoirs de l'Assemblée ne sont pas réduits. Sauf qu'ici, l'Assemblée ne peut plus contrôler le couvre-feu. Hein. Ce n'est pas une question de contrôle de couvre-feu. C'est une des conséquences de l'état d'urgence. En fait, il faut évaluer quoi, à un moment donné. Vous vous appesantissez sur la question du couvre-feu. C'est important puisque c'est le côté le plus visible de l'état d'urgence de manière générale. Oui, mais vous savez, dans le cadre de la loi de 1969, avant sa modification, cela ne posait aucun problème pour obtenir le renouvellement. Mais ce n'est pas ça qui est visé. Si c'était ça, il n'y aurait pas eu besoin d'aller modifier la loi. Vous voulez assouplir? C'est pour assouplir. Parce qu'en réalité, si c'était ça, on aurait pu maintenir la loi de 1969, au bout des 12 jours, retrouver à l'Assemblée, défendre
la question et obtenir l'autorisation. Ouais. Donc là n'est pas le sujet. Le sujet concerne plutôt comment arriver à avoir une réponse efficace dans le cadre de la protection, dans le cadre du renforcement des droits, sans pour autant rendre lourd le fonctionnement. Oui, le fonctionnement de le fonctionnement des services. D'accord. Et pourquoi, selon vous, ça divise aussi bien les juristes que les politiques? Mais d'ailleurs, moi, je voudrais inviter les uns et les autres à lire la loi de 1969 et à lire la modification qui a été apportée. Il y en a certainement beaucoup qui l'ont lu, qui parlent aujourd'hui. Mais si j'en juge par ce que j'entends et parce que... Vous pensez que beaucoup ne l'ont pas lu? En tout cas, c'est en parfait décalage de ce qui existe dans la loi. Parce que si on lit la loi, on se rend compte au contraire qu'on devrait plutôt féliciter le gouvernement pour avoir eu cette initiative sous la vision éclairée naturellement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Voilà. En 2 minutes, on parlera du couvre-feu. On l'a dit, une semaine jour pour jour, c'est entré en vigueur. Quelle est l'évolution de la situation sur le terrain? Vous l'aurez remarqué, dans les 2 premiers jours, il y a eu quelques manifestations. L'ordre a été donc maintenu. Et puis, depuis lors, ça a été très bien compris. C'est le calme maintenant. C'est le calme, oui. Et ça a été très bien compris que ça procède, disons, d'une volonté de faire en sorte que la propagation du virus connaisse un coup d'arrêt. Et je dois rappeler à ce sujet aussi que c'est une décision qui a été prise après concertation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, du Comité national de gestion des épidémies, qui a donné un avis dans ce sens. Le comité a donné un avis, le couvre-feu est là. Les gens ne circulent plus la nuit. Pour autant, le virus continue. La situation, elle augmente les cas. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir peut-être ça? Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce que ça va être prorogé ou alors est-ce qu'il y a possibilité que la mesure soit levée au regard de la situation actuelle? Mais vous savez, depuis le début de cette pandémie, on a connu des périodes différentes. Et à chaque période a correspondu des mesures idoines, appropriées. Vous connaissez et vous vous en rendez compte tous les jours. Le président de la République prend des décisions toujours après avis des sachants, mais sur la base de ce que recommande la situation du moment. L'évolution dans un sens ou dans un autre, et on l'espère, avec toutes les mesures qui ont été prises, le Sénégal a été félicité à travers le monde pour avoir obtenu les résultats positifs qu'on a enregistrés lors de ce qui est appelé communément la première vague. Dans le cadre de la gestion de cette deuxième vague aussi, les décisions seront prises en fonction de l'évolution de la situation et en prenant naturellement auparavant tous les avis que requiert la situation. Et qu'on remarque que ça va crescendo là, depuis l'entrée en vigueur de ces mesures-là, les cas ne descendent pas. Mais vous savez, sans être un spécialiste de la question, je pense qu'il y a un temps pour obtenir des résultats. Et quand des mesures sont prises, c'était d'ailleurs le cas lors de la première vague, le président de la République a de façon très claire pris les mesures qu'il fallait. Et au bout d'un certain nombre de semaines, on avait vu tous les résultats pour lesquels le Sénégal a enregistré des félicitations à travers le monde. Oui. On a constaté lors de la première vague, après l'entrée en vigueur des premières mesures, on a constaté des relâchements quelques jours après. Est-ce que dans le cadre de cette deuxième vague, on ose espérer quand même que la police, les forces de défense et de sécurité veilleront à ce que tous les décrets, tous les arrêtés qui ont accompagné ces mesures-là soient respectés sur le terrain à la lettre? Oui, les forces de défense et de sécurité, je dois en profiter d'ailleurs pour les féliciter pour l'excellent travail qu'elles abattent jour et nuit sur le terrain. Elles sont mobilisées et remplissent leur mission, d'ailleurs traditionnelle, mais également liée à chaque fois que de besoin au contexte particulier. Le travail se poursuivra comme il se doit et en respect des lois et règlements du pays. Vous avez pris des arrêtés relativement au port de masques qui reste obligatoire sur la voie publique. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout ça est en train d'être respecté à la lettre? Oui, les contrôles sont régulièrement faits sur le terrain et nous avons aussi les comptes rendus de tout ce qui se passe et globalement la situation est satisfaisante. De temps à autre, on note
quelques violations, mais souvent, c'est vite pris en charge et la situation redevient normale. Il y a le transport, tous ces gens qu'on voit aux heures de pointe, il y en a qui passent même la nuit dans les coins des rues et tout ça, par rapport à la police, à la gendarmerie. Oui, vous savez, dans les premiers jours du couvre-feu, on a noté quelques petites difficultés, mais avec le temps d'adaptation des jours qui ont suivi, tout est rentré dans l'ordre et vous voyez que la situation n'est plus ce qu'elle était le premier et le deuxième jour du couvre-feu. Ministre de l'Intérieur, hein, c'est un appel que vous avez peut-être en direction des populations de manière générale. On sait que le couvre-feu, c'est dans Thiès et Dakar. Est-ce qu'on peut envisager l'éventualité de généraliser cela dans le pays quand la situation le commandera peut-être? Oui, on ne peut jamais dire sans pour autant avoir les données exactes de ce qui se passera, quelles seront les mesures qui seront prises. Mais en tout état de cause, et c'est ce que nous avons comme espoir, c'est qu'en réalité, la situation s'améliore et qu'on ne connaisse plus ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, pour les régions de Dakar et de Thiès, je pense qu'avec mon collègue en charge de la santé, on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est après analyse des statistiques qu'on s'est rendu compte que les taux de contamination, pour l'essentiel, atteignaient 90%, donc les régions de Dakar et de Thiès. Cela a rendu nécessaire cette mesure. Pour les autres régions, ce n'était pas nécessaire, c'est pourquoi ça n'a pas été fait. Mais dans tous les cas, et comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, c'est une situation qui sera gérée de façon graduelle, dans un sens ou dans un autre. Et on espère, avec ce qu'on est en train de noter, les populations ont bien compris, adhèrent massivement aux décisions qui ont été prises. Et naturellement, ceci augure d'une amélioration qui nous permettra, à terme, de dépasser la situation qu'on est en train de vivre, on l'espère. D'accord. C'est dans deux régions, l'état d'urgence et le couvre-feu. Les gens se focalisent sur Dakar, mais Thiès, globalement. Oui, même pour Thiès, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Ce sont des situations qui ont été relevées à partir donc des informations qui ont été remontées et qui ont rendu nécessaires ces mesures. Ce qui se passe à Dakar, c'est aujourd'hui exactement la même situation qui se passe à Thiès en termes de gestion. Plus de contestation dans les quartiers, dans la région. Oui, il a pu y en avoir au début, mais ce n'est plus le cas. Tout est rentré dans l'ordre. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.